17h32, bienvenue si vous nous rejoignez sur LCI. Demain, la candidate du Front National, Marine Le Pen, présentera ses vœux à la presse, à son QG de campagne. Elle s'est fait très discrète, on peut le dire, depuis un an sur la scène médiatique. Et ce matin, chez nos confrères de RMC, elle a levé le voile sur son futur programme. Pour en parler avec nous, Florian Philippot, vice-président du Front National. Bonjour. Bonjour. On va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Ce matin, 2 renoncements, quand même, 2 promesses déjà abandonnées. Je parle de 2 suppressions. La suppression du Sénat, la suppression du 49.3. Sur le Sénat, elle a déclaré finalement vouloir réduire le nombre de sénateurs, mais plus supprimer le Sénat. Il n'y avait pas la suppression du Sénat dans le projet de Marine Le Pen. Et en réalité, ce qu'elle souhaite faire, c'est réduire, si vous voulez, le nombre d'élus rémunérés. Au Sénat, passer aujourd'hui 348 à 200 sénateurs, et à l'Assemblée, passer de 577 députés à 300 députés. De surcroît, faire en sorte que ces députés soient enfin représentatifs. Donc mettre en place la proportionnelle intégrale. Vous avez plus de 5% des voix, vous êtes représenté à l'Assemblée nationale, vous avez des députés. Et puis faire en sorte, évidemment, que ce Parlement redevienne souverain, ne soit plus simplement la caisse enregistreuse des directives de l'Union européenne, parce qu'aujourd'hui c'est cela l'essentiel du travail parlementaire en France. On ne le dit pas beaucoup aux Français, mais c'est cela, c'est de transformer des directives qui viennent de technocrates bruxellois en lois françaises. C'est insupportable. C'est pour réduire la déconnexion qu'il y a en fait finalement des parlementaires, des sénateurs à la vie quotidienne des Français. C'est-à-dire que les sénateurs représentent les territoires. En revanche, les députés doivent représenter l'ensemble des Français. Et il ne s'agit pas de représenter les technocrates ou les lobbies bruxellois. Ça, c'est insupportable. Donc, il faut redonner notre souveraineté nationale. Il faut moins d'élus. Elle avait quand même parlé de le supprimer, le Sénat. Non, elle avait évoqué une réflexion et elle a tranché de manière très précise ce matin sa réflexion. Elle a annoncé également autre chose dans l'organisation générale de la France. Aujourd'hui, il y a 6 niveaux de collectivités dans le millefeuille administratif français. Il y a les communes, les intercommunalités, départements, régions, États, Union européenne. On tire la langue, quoi. C'est-à-dire que tout ça pèse sur le contribuable. Ça fait une masse d'impôts locaux, une masse d'administration, d'élus rémunérés. Donc Marine Le Pen va revenir à 3 niveaux. Commune, département, État. Point barre. Voilà. C'est-à-dire qu'on va, par exemple, se passer des 1800 conseillers régionaux rémunérés. On va redispatcher les compétences entre l'État pour le stratégique, par exemple l'aménagement du territoire, les transports structurants du territoire, et puis la proximité, ça doit aller au département. Par exemple, il n'est pas logique aujourd'hui que les départements s'occupent des collèges alors que les régions s'occupent des lycées. Les départements s'occuperont des collèges et des lycées. Et puis nous, on veut sauver la commune et revaloriser le métier du maire. Voilà. Il y a des maires qui travaillent 24 heures sur 24, et quasiment, et je caricature pas, et qui sont rémunérés dans certaines petites communes moins de 1 000 € par mois. C'est pas acceptable. Voilà. Donc on va pouvoir faire des économies substantielles, faire baisser les impôts locaux, rendre les choses plus claires et plus démocratiques, et puis en même temps revaloriser les maires dans les petites communes et dans les communes moyennes. Autre promesse, je parlais déjà abandonnée, le 49.3. En février 2015, quand il a été utilisé pour la loi Macron, vous parliez d'une muselière de la démocratie. Finalement, elle se dit favorable au maintien du 49.3. Non, mais là, pareil, vous allez me dire qu'elle ne l'a jamais dit. Non, mais il faut que le 49.3 reste une possibilité, parce que le 49.3, il avait été mis dans la constitution du général de Gaulle en cas de blocage. Donc c'est pour encadrer son. Il faut quand même pas être irresponsable en disant de manière démagogique qu'on va tout supprimer. Non, si jamais il y a un vrai blocage, il faut qu'on ait un recours. Sauf que dans la loi travail, très honnêtement, ça n'était pas le sujet. Mais vous avez parlé de muselière démocratique. Mais oui, c'était le 49.3. Parce qu'il faut regarder l'opportunité de l'utilisation du 49.3. Il ne s'agit pas de l'utiliser. Donc ça dépend de son utilisation finalement. Mais évidemment, à un moment où vous avez une opposition majeure, ça ne faisait pas partie d'abord des promesses de campagne de François Hollande. Donc c'est pas un engagement qui avait été accepté par les Français lors de son élection. Ensuite, on voit qu'il y avait une opposition majeure, opposition dans la rue, opposition syndicale, opposition de beaucoup de PME et opposition massive des Français dans les sondages. Il sera utilisé que pour des passages en force, le 49.3. Non, là on voit qu'en réalité, le 49.3 avait été utilisé en l'espèce pour obéir aux injonctions de l'Union européenne. Donc on n'était plus du tout dans l'esprit de la Constitution française. Donc qu'on maintienne une possibilité de le faire, parce que sinon on peut avoir un vrai blocage démocratique, ça n'est pas souhaitable, mais qu'on ne l'utilise pas tous les 4 matins uniquement pour obéir aux technocrates de Bruxelles. C'est plus une muselière de la démocratie. Donc. Par contre, ce qu'il faut faire, et là peut-être qu'on aurait pu le faire sur la loi travail, et ça sera dans les réformes institutionnelles de Marine Le Pen, faire beaucoup plus de référendums. Et donner aussi la possibilité aux Français de faire leur propre référendum.
ce qu'on appelle le référendum d'initiative populaire, comme il existe en Suisse ou en Italie. Vous avez 500 000 signatures au niveau national. C'est vous, les citoyens français, qui décidez de faire un référendum national sur le sujet de votre choix. Peut-être qu'il y aurait eu, et probablement qu'il y aurait eu 500 000 Français pour faire un référendum sur la loi travail. Et donc, on n'aurait pas eu la loi travail, parce que je suis convaincu que plus de 50% des Français l'auraient refusé. Qu'est-ce qu'elle fera, Marine Le Pen, d'ailleurs, si elle arrive au pouvoir? Elle l'abroge, la loi travail? Oui. Elle abroge la loi travail, qui est une loi de précarité et qui est une loi qui ne créera pas un seul emploi. Je voudrais revenir sur le problème face auquel s'est retrouvé le Front National pour financer sa campagne. On va tout d'abord écouter Marine Le Pen à ce sujet. Il manque 6 millions d'euros. Voilà. Il vous manque 6 millions. Et je tiens quand même à dire que ceci pose un vrai problème de fonctionnement démocratique. Parce que la loi a fait en sorte... pour résumer, que seul un parti politique ou une banque peut prêter à une élection présidentielle. Alors si votre parti politique est pauvre, et c'est le cas d'une autre, et si les banques, pour des raisons qui restent quand même très mystérieuses, refusent toutes les banques françaises refusent de prêter à la campagne présidentielle de Marine Le Pen, alors même qu'elles n'ont aucun risque, puisque nous sommes sûrs de faire plus de 5%, nous sommes sûrs d'avoir les parrainages d'élus. Donc on voit bien qu'il y a un acte politique derrière cela. Ça pose un vrai problème. Et ça vous pose un vrai problème. Elle va se tourner vers Cotolec, le micro-parti de Jean-Marie Le Pen, pour avoir ces 6 millions. C'est-à-dire que Cotolec n'a pas le choix. En réalité, c'est une structure qui est abreuvée par les militants du Front National. Donc c'est pas l'argent de Jean-Marie Le Pen, contrairement à ce que j'ai lu ici et là. C'est un micro-parti de Jean-Marie Le Pen. C'est un micro-parti dont les statuts obligent à financer les campagnes du Front National. Donc naturellement, comme on l'a toujours fait, on se tournera vers cet argent disponible. Voilà. Pour le reste, où est le scandale? Le scandale, il est dans le fait que les banques françaises choisissent quel candidat elles financent et quel candidat ne finance pas. Vous avez l'impression d'être pris pour cible, du coup? Oui, et c'est totalement anormal. Même Jean-Luc Mélenchon est financé par des banques françaises. Ce qui prouve qu'on voit où est l'antisystème, si vous voulez. Vous avez un moment... Alors ça, c'est un problème. Donc ça pourrait être résolu de manière très très simple. Le Parlement français prend une loi qui oblige un établissement bancaire français, au moins, à financer tous les candidats officiels à l'élection présidentielle. Et le problème est réglé. Vous avez pensé à un moment vous tourner vers les banques russes aussi? Vers toutes les banques possibles. À partir du moment où on n'a pas de financement dans les banques françaises... Mais notamment les banques russes qui a déjà... Non, on a écrit à des banques européennes, on a écrit à des banques américaines, on a écrit à des banques russes, on a écrit à des banques un peu partout, voilà, où on peut trouver. Mais je suis sur le fond... Et alors aucune n'a voulu vous prêter de l'argent? Je suis pas très inquiet non plus sur le fond, on va trouver. Donc aucune n'a voulu... Les réponses à ces lettres? Pour l'instant, je ne crois pas. Donc Cotolec? De toute façon, c'est pas suffisant. Ça sera une partie de l'argent, mais il en faudra toujours plus. Marine Le Pen s'est pas entretenue avec Jean-Marie Le Pen, du coup, pour en parler? Ah non, je crois pas du tout, non. On va parler du film Chez nous. Je sais que ça c'est un film qui vous a clairement énervé. Alors c'est un film qui sortira en février, un film de Lucas Belvaux dont la bande-annonce a été diffusée il y a quelques jours, un film qui évoque la percée du parti d'extrême droite dans le nord de la France. Il vous a énervé ce film, non? Enfin, vous non, mais moi le film. La bande-annonce vous a énervé. Je veux dire, on peut faire tous les films du monde, c'est pas un problème. Je suis pas pour la remise en cause de tel ou tel film. Le seul problème, c'est un problème de décence républicaine, c'est-à-dire que ce film sort à 2 mois de l'élection présidentielle. Il est financé sur fonds publics, bien évidemment, y compris par le contribuable français, dont celui qui vote Front National. Je pense que c'est simplement une question d'essence, quoi. C'est une question de décence républicaine. À un moment, on sait qu'on est en pleine campagne présidentielle, où on demande aux préfets, aux sous-préfets et aux ministres de respecter la neutralité républicaine, ce qui est tout à fait normal. Où on demande aux chaînes de télévision et de radio de respecter l'équilibre des temps de parole, ce qui est tout à fait normal. Où on demande aux candidats de respecter les comptes de campagne, ce qui est tout à fait normal, ce que certains d'ailleurs n'avaient pas fait en 2012. Mais là, c'est une histoire, ça peut être une fiction. Non, mais une histoire. Mais on voit bien en réalité, et d'ailleurs moi ce qui m'amuse, c'est que ces gens-là n'assument même plus. J'ai entendu hier une actrice de ce film, que d'ailleurs j'aime beaucoup normalement, Catherine Jacob, j'ai entendu le réalisateur qui n'assumait plus en disant « Non, c'est pas du tout anti-Front National, c'est juste anti-populiste ». Bon, stop. On a lu ce qu'ils avaient dit avant la polémique. Ils parlaient d'odeur abjecte, etc. C'est clairement anti-Marine Le Pen. C'est une œuvre de propagande à 2 mois d'élection présidentielle, financée par le contribuable français, donc financée par l'ensemble des électeurs. C'est juste immoral et c'est juste indécent du point de vue des principes démocratiques et républicains. C'est tout ce qu'on dit. On était là pour alerter, ça a été fait. Est-ce que les divisions internes... Je crois que vous savez, les Français en ont marre du showbiz qui fait la leçon en permanence aussi. Vraiment. Je crois que les Français en ont ras-le-bol. Les Français sont libres de leur vote et que le showbiz s'occupe des affaires du showbiz et arrête de faire la leçon aux électeurs français. On va parler du parti en interne. Il y a eu quelques divisions, on l'a quand même remarqué. Alors il y a eu notamment des bisbilles autour de l'IVG, par exemple, entre vous-même et Marion Maréchal Le Pen.
On en est où sur ce terrain-là? Est-ce qu'elle a dû remettre les pendules à l'heure, Marine Le Pen? Je crois qu'elle l'a fait. Elle a dit clairement qu'elle était pour le droit à l'IVG, son remboursement intégral. Voilà. Par rapport aux bisbilles qu'il y a en interne, c'est-à-dire aux divisions. Vous avez cité une bisbille. Il y a eu une bisbille. Ça arrive, on est une communauté humaine, heureusement, on n'est pas tous sur le même moule. Non, mais il y en a eu d'autres. On sait quand même que Marion Maréchal Le Pen est plus quand même vers une tendance, la même que Jean-Marie Le Pen sur certaines idées et qu'il ne plaise pas à Marine Le Pen. Est-ce que là, on va au moins, cet épisode aura permis de clarifier les choses. Voilà, tout le monde saura maintenant que Marine Le Pen est dans son programme présidentiel pour le droit à l'IVG, son remboursement intégral, qu'elle veut même aller plus loin, aller pour le droit des femmes. Donc tout le monde sait que sa nièce ne l'est pas, par contre. Oui, mais voilà, il se trouve que ce qui compte, c'est le projet présidentiel. Et que Marine Le Pen veut défendre les droits des femmes face à l'islamisme conquérant qui voudrait les mettre sous des cages de tissu. On parlait de la loi El Khomri tout à l'heure, qui renforce la précarité, notamment contre les travailleuses. Et elle veut lutter pour l'égalité des salaires entre hommes et femmes. Ça, c'est un vrai sujet. Voilà. Le reste, vous savez, non, on n'est pas divisé. On est probablement le parti le moins divisé de tous, d'ailleurs. Parce que je vous signale que chez les Républicains, ils ont 3 candidats à la présidentielle. Monsieur Guénaud, qui tape tous les matins d'ailleurs sur Monsieur Fillon, qui est le deuxième, et Michel Alliot-Marie. À gauche, c'est le maelstrom total, on n'y comprend plus rien, c'est pas très intéressant d'ailleurs, leur histoire de primaire avec Monsieur Macron. Enfin, ce sont tous, Macron y compris, des sortants du quinquennat Hollande, donc c'est sans intérêt. Nous, on a une candidate, on a un projet et on avance. Alors justement, en parlant des adversaires, François Fillon, clairement, c'est le concurrent numéro 1 pour Marine Le Pen? Elle aurait préféré peut-être à Alain Juppé ou Nicolas Sarkozy, c'était peut-être plus facile pour elle? Non, je pense que c'est très bien François Fillon parce qu'il est caricatural. C'est un candidat, c'est le candidat, peut-être avec Macron, il se ressemble beaucoup d'ailleurs, c'est le candidat de l'Union européenne. C'est-à-dire brutal sur le plan social. Il essaie aujourd'hui d'aller voir Emmaüs pour se racheter une espèce de virginité en disant je suis le candidat qui lutte contre la pauvreté. Enfin, on ne lutte pas contre la pauvreté en détruisant la sécurité sociale, en augmentant la TVA massivement, en faisant la retraite à 65 ans. C'était ça. Je veux dire, on ne lutte pas contre la pauvreté en déremboursant les médicaments sur l'optique, le dentaire, la grippe. Je veux dire, c'est l'inverse. On va renforcer la pauvreté quand on fait cela. Idem quand on augmente la TVA, quand on supprime la durée légale du temps de travail. C'est-à-dire qu'on supprime ce qui date même du Front populaire et donc on supprime la surrémunération des heures supplémentaires. Nous, on souhaite remettre en place la défiscalisation des heures supplémentaires. Bon, voilà. Elle l'attaque quand même. Et en même temps, candidat de l'Union européenne, ça veut dire candidat donc brutal sur le plan social, parce que c'est ce que veut l'Union européenne, et en même temps très mou sur le plan migratoire. Oui, Fillon, il est contre les frontières nationales, il est pour un Schengen puissance 2, comme Macron d'ailleurs. Elle disait depuis sa victoire, Fillon est tombé dans un trou, il est congelé, il ne bouge plus. Bon, pourtant, ce matin, en effet, il était à Emmaüs, il va partir à Vegas, et ce soir, il est aux 20h de TF1. Marine Le Pen aussi, elle a mis du temps à entrer en campagne. Enfin, je crois que ce soir, il reprend la parole pour la première fois depuis le 27 novembre. Peut-être parce qu'il n'assume pas son projet. Enfin, il a essayé en catimini de supprimer 16 pages de son programme santé sur son site. Pas de chance pour lui, ça s'est vu. Et Marine Le Pen attendait quoi? De savoir justement quels sont les grands axes des programmes des différents candidats? Entre septembre et décembre, elle a fait 6 conventions présidentielles. Oui, mais elle est restée très secrète, notamment sur son programme. Je trouve pas, non. 6 conventions. On a fait des grandes conventions sur l'énergie, l'écologie, la santé, la protection animale, la question demain de l'innovation et de l'entrepreneuriat. On a parlé d'école. On a fait des grandes conventions et Marine Le Pen à chaque fois a fait un discours avec des propositions. Donc la diète médiatique c'est fini pour Marine Le Pen. Elle a fait quelques grands médias, pas énormément, mais quelques grands médias. Mais François Fillon, moi je vais vous dire le fond de mon sentiment. Je pense qu'il n'a pas envie de faire cette campagne. En fait, il a été surpris d'être désigné à la primaire, contrairement à ce qu'il dit maintenant, et qu'il n'était pas prêt parce qu'il avait prévu un programme de primaire. Mais pas un programme présidentiel. Son programme. Il s'est passé pendant 3 ans dans les régions, en France, notamment pour travailler ce programme. Mais son programme, c'est un programme qui n'est pas fait pour rassembler les Français. C'est un programme qui va les brutaliser, qui va les diviser. Donc ça n'est pas un programme présidentiel. Merci Florian Philippot, vice-président du Front National. Merci beaucoup et vous restez avec nous. L'information continue sur LCI.